Alors, lorsqu'on m'a demandé effectivement de tenir ce rôle de grand témoin, je me suis d'abord demandé pourquoi. Euh, j'ai évidemment tout de suite pensé à ma taille, mais ça ne pouvait pas être ça. Peut-être à mon passé agricole, parce que je me suis dit, voilà, vous avez fait une enquête, vous savez que j'ai des racines directes, hein, parce que je suis issu d'une petite ferme de Lyon que je tenais étant étudiant, voilà, et d'un autre côté de ma famille, de quelques oliveraies en Tunisie. Mais non, ça pouvait pas être ça, c'est un peu enfoui quand même. Je l'ai pas mis dans mon CV. Job étudiant, j'ai pas mis que je tenais la ferme. Bon. Alors peut-être qu'il s'agissait de mes compétences en matière de numérique dans l'enseignement agricole. Je crois pas non plus. Les gens compétents ont parlé toute la journée. Donc c'était... voilà. Non, évidemment, si je suis grand témoin, c'est sans doute parce que je dois témoigner pour un grand nombre de personnes. Et c'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui. Je vais essayer de synthétiser et puis peut-être essayer de mettre en perspective ce que chacun d'entre vous a pu faire aussi de son côté. En tout cas, sachez que c'est très agréable pour moi de prendre la parole devant une assemblée devant laquelle je ne représente pas la tutelle. Enfin, en tout cas, pas complètement. Ça, c'est pour moi une nouveauté et je dois dire que j'apprécie beaucoup. Donc, merci pour cette invitation. Alors, que retenir de cette journée qui a été riche en échanges, bien sûr, en contenu. Marion Guilloux donnait le ton dès ce matin. Les enjeux sont des enjeux mondiaux, en fait, dont il est question. Et croyez-moi, parler de sécurité alimentaire ou de changement climatique dans un colloque sur le numérique, c'est pas si fréquent. Là, je vous apporte mon regard peut-être un peu extérieur. Alors vous, ça doit vous sembler complètement habituel, voilà, les enjeux, la sécurité alimentaire, le changement climatique. Oui, alors non, en fait, c'est pas si habituel que ça. Ça n'aurait pas beaucoup de sens, je crois, de tenter de synthétiser chaque intervention, chaque table ronde. Donc ce que je vais essayer de partager avec vous, c'est ce que moi, ça m'a évoqué. Il y a quelques aspérités du numérique qui ont émergé, en tout cas à mes yeux, de l'ensemble de nos échanges. La première, peut-être, c'est que le numérique, ce sont des connexions. D'abord, des connexions réseau. Alors, on n'en parle pas lorsqu'elles sont là. Elles deviennent le premier enjeu lorsque c'est plus difficile de les obtenir. Dans l'océan Indien, parfois en Afrique subsaharienne, ou plus simplement au milieu des champs. Voilà, on parlait de l'accès en mobilité. Est-ce que c'est possible d'avoir accès à de la formation quand je ne suis pas connecté en très haut débit derrière un PC? Eh oui, ça devient vite un sujet. Et on l'oublie parfois. Donc le numérique, ce sont des connexions, d'abord des connexions réseau, pardon. Le numérique sont aussi des connexions humaines. Même si je ne suis pas un grand fan des mots qui finissent en isme, j'ai entendu parler de connectivisme en opposition à l'instructionnisme. Alors bon, c'est vrai que naturellement, je me tournerais plutôt vers la notion d'intelligence connectée, qui a été largement développée dans un livre par Derek de Kerkhove, qui est voilà, un livre... Excellent bouquin, non pas sur l'intelligence collective ou connective, puisque j'ai entendu aussi ce qui pour moi est un néologisme, mais sur l'intelligence connectée. Il s'agit aussi de connexions institutionnelles entre États, 5 États membres dans l'océan Indien, entre différents ministères, d'où ma présence ici peut-être, entre entreprises et organismes de recherche ou établissements de formation. Les différents ateliers et les conférences de ce matin ont montré que ces connexions-là permettaient aussi de faire avancer les choses. La deuxième aspérité qui m'est apparue, c'est la notion que le numérique abolit, on va dire, la relation continue entre le temps et l'espace. Le fameux continuum espace-temps cher aux fans de Star Trek. Désolé. Pourquoi est-ce qu'on n'a plus cette relation continue entre le temps et l'espace? Pourquoi est-ce qu'on peut
finalement annihiler la séparation qu'on faisait jusqu'à présent entre l'oral et l'écrit, entre être dans l'instant et partager des informations contextuelles, et puis la distance qui était rendue capable par l'écrit. Cette séparation-là n'existe plus. La séparation qui existe entre le synchrone et l'asynchrone, entre le simultané des gens qui nous suivent là peut-être en streaming, et puis ceux qui reverront cette vidéo demain, dans un an ou dans une heure. Ces différenciations-là n'existent plus. Ça, c'est ressorti, je trouve, assez fortement dans différentes interventions. Bien sûr, quand il s'agit de parler de MOOC, Catherine Mongenay l'a bien redit, quand elle a parlé de FunMOOC, bien sûr, il y a un dispositif vidéo, mais il y a aussi un moment où le MOOC est joué. Et il se passe des choses pendant ce moment-là. Bien sûr, lorsqu'on parle de FOAD, bien sûr, lorsqu'on parle de e-learning, en Malaisie ou ailleurs, ces questions entre le synchrone et l'asynchrone, entre la discontinuité, entre le temps et l'espace, sont au cœur finalement des réflexions, et on voit bien que ça nous perturbe. La troisième aspérité qui a émergé pour moi, c'est que le numérique, c'est ouvert et c'est gratuit. Alors, pas toujours, je sais, mais il m'a semblé que c'était quand même ancré dans la culture numérique. On n'a même pas relevé finalement que le logiciel proposé par Equilibre est open source. Normal, il est open source. Ben non, c'est pas normal, c'est génial. On n'a pas relevé peut-être que la plateforme que nous a présentée, j'ai pas pris toutes mes notes, mais l'agence d'Orange était accessible en ligne gratuitement. Alors bien sûr, il y a de la prestation pour l'accompagner, mais voilà. C'est ouvert et c'est gratuit, et ça, c'est ancré dans la culture numérique. Et c'est vrai que si on revient un peu aux origines de cette culture numérique, début des années 70, côte ouest des États-Unis, des hippies, qui créent les premières communautés. La première communauté virtuelle, c'est Stuart Brandt, à ma connaissance. Stuart Brandt, il avait aussi créé un truc qui s'appelle le All Earth Catalog, qui était une espèce de mode d'emploi pour tout faire soi-même, pour monter tout, son énergie solaire, construire des maisons, etc. Et pour vivre ensemble, en fait. Et puis ensuite, il a transposé ces communautés humaines en ligne. Je trouve que c'est intéressant de revenir à ça. On voit bien hein, l'économie du don, remettre l'humain au centre, etc. La quatrième aspérité qui m'est apparue, c'est que le numérique, ça coûte cher. C'est bien d'entendre ça, parce que j'entends souvent le numérique, je vois souvent le numérique comme source d'économie, économie d'échelle. Ouais, ça coûte cher. D'abord, ça coûte cher. D'abord, ce sont des investissements massifs. Avec deux critères que je ne sais plus qui l'a... Si, ça y est, je me souviens qui l'a dit, mais peu importe. Investissement massif, ROI incertain. Et là, je me suis dit, si j'étais un capital risqueur, c'est deux critères où je me dis, waouh, ça a l'air sympa, ça. Parce que investissement massif et ROI incertain, ça veut aussi dire qu'il y a potentiellement des gains énormes. Alors, on passe par des levées de fonds. On a vu chez Equilibre plusieurs années, hein, entre 2007 et 2015, c'est ça la levée de fonds? Voilà, il se passe du temps. J'ai entendu parler plusieurs fois de PIA. C'est pas de la levée de fonds, c'est pas des capitaux risques, mais on voit bien qu'on a besoin de ces investissements massifs. J'ai entendu parler de share d'entreprise. Là encore, c'est pas si fréquent, et Sophie Touzé me faisait remarquer qu'aujourd'hui, plus personne ne hurle en entendant parler de share d'entreprise, et que ce n'était pas forcément le cas il y a quelques années. Et je partage ce point de vue. Donc oui, le numérique, ça coûte cher, et il faut trouver des investisseurs. Et il ne faut pas toujours se tourner vers les ministères. Le cinquième point qui m'est apparu, c'est que le numérique, c'est ludique et c'est participatif. J'ai entendu parler, pardon pour les anglicismes, mais de gamification, de serious game, de réalité virtuelle qui est poussée par le marché du jeu vidéo, de remettre l'utilisateur au centre, d'avoir des utilisateurs qui deviennent acteurs, comme la notion de spectateur, chère à Jean-Louis Weisberg, ou encore, il y a un autre chercheur que j'aime bien qui s'appelle Espen Aarseth, qui a écrit un texte sur la littérature ergodique. C'est le fait que
quand on utilise le numérique, ça engage le corps. Tout à l'heure, on a parlé, voilà, on l'a vu dans la réalité augmentée ou dans la réalité virtuelle, le fait d'engager physiquement les fonctions proprioceptives de l'apprenant, ça change des choses. Et je trouve que c'est intéressant. Et puis c'est participatif aussi parce que et c'est pas antinomique, hein, les utilisateurs de GPS comme Waze par exemple le savent bien. On peut être à la fois participatif, gamifié, etc., etc. Et on voit bien ce que ça change. Moi, je me souviens très très bien, justement dans la ferme de Lyon, quand on revenait à la maison pour prendre le téléphone, appeler le numéro pour avoir la météo et pour savoir s'il allait pleuvoir dans l'heure ou dans la journée. Voilà. Bon. Et aujourd'hui, on utilise Plein Champ, qui est voilà, cette application météo participative, etc. Enfin, je sais pas. Et pour moi, il me semble que ça a changé des choses. D'abord, le fait qu'on n'est pas obligé de rentrer à la maison pour téléphoner. Bon. Et voilà, il y a ce côté participatif et quasi ludique quand même. Voilà. Et le dernier point peut-être que je voudrais mettre en exergue, en tout cas qui a été mis en exergue pour moi sur cette journée, c'est que le numérique, il répond à la fois aux enjeux de massification et aux enjeux du sur-mesure. J'ai trouvé intéressant d'entendre nos collègues et amis sénégalais nous parler du nombre d'étudiants, enfin de la massification des enseignements et des enjeux à utiliser le numérique pour répondre à cette massification. En France, on a aussi des enjeux de cet ordre-là avec des facteurs multiplicateurs qui sont moins importants. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on a, en termes de croissance d'effectifs, vous le savez aussi bien que moi, l'équivalent d'une petite université qui s'ouvre tous les 5 ans. Hein, mais sauf qu'on n'ouvre pas de petite université tous les 5 ans. Voilà, donc il faut répondre à ça. Et à l'exact opposé, on a le numérique qui est utile pour faire un cours hyper pointu qui va intéresser 10 personnes. On a entendu parler de... je ne sais même plus, de chimiométrie, merci beaucoup, je suis désolé pour ce trou de mémoire. Et alors j'imagine que ça intéresse un petit peu plus que 10 personnes, malgré ce que disait l'interlocuteur aujourd'hui, mais moi j'ai vu des cours par exemple d'Inuktitut, cette magnifique langue inuite, et qui était suivi par, je sais pas, 7 personnes peut-être à Paris. Et en fait, c'est extraordinaire de pouvoir faire ça avec le numérique. On regarde aussi ce qu'on peut faire sur les marges avec les publics empêchés, certaines formes d'autisme, par exemple, qui peuvent être largement adressées par des outils numériques, parce que pas forcément très à l'aise avec des dispositifs classiques. Et je trouve que c'est intéressant de bien voir le numérique sur ces deux extrémités. Un des points sur lequel je voudrais revenir là, à titre personnel, qui n'est pas ces thématiques qui m'ont sauté aux yeux pendant cette journée, c'est peut-être le concept de sérendipité. J'ai eu le sentiment qu'on avait peut-être associé, vous m'avez demandé d'être critique aussi, hein, j'essaye de l'être, peut-être associé de façon consciente ou inconsciente, numérique avec distanciel. Non, attention. Il se passe beaucoup de choses dans la classe, il se passe beaucoup de choses en dehors de la classe, et surtout, rappelez-vous de vos années assis sur les bancs des amphis. Vous avez vu d'ailleurs, il y a encore des cendriers à côté des chaises, je trouve ça extraordinaire. Enfin bon. En tout cas, sur ceux-là, j'en ai vu. On apprend énormément de choses en dehors des salles de cours, en dehors du face-à-face avec l'enseignant. Enfin, être à l'université, être dans une école, être au lycée, c'est certainement pas être en classe, et enfin en tout cas pas que être en classe. Et voilà, faisons attention à ça, faisons attention à ne pas opposer le distanciel avec le présentiel, en tout cas pas de façon aussi simpliste, ce serait une erreur que d'autres secteurs d'activité qui ont conduit leur transition numérique peut-être un petit peu avant celle de l'enseignement supérieur ont commise. On l'a vu dans les banques. On a voulu tout dématérialiser en se disant c'est génial, maintenant on peut tout faire en ligne, vous n'avez plus besoin d'aller dans votre agence, et on va tout ce temps gagné, on va le dédier à la qualité de service, à avoir un service personnalisé, etc. Alors je ne sais pas comment ça se passe avec votre banque, mais je n'ai pas vu, moi, un changement fondamental dans la façon dont j'étais traité quand j'arrivais en agence. Alors il y a peut-être moins de personnes derrière le guichet, ça, ok.
Voilà, mais attention, on n'est pas là pour dématérialiser l'enseignement. C'est pas ça qu'on cherche à faire. Voilà. Je vais peut-être pas revenir sur les ateliers parce que c'est tout chaud et voilà, mais il y a eu effectivement beaucoup de choses dites de façon très très intéressante. Et j'ai trouvé particulièrement amusante la remarque de nos collègues de Laval au Québec qui disaient bon, la diplomation, c'est un détail, on verra après, quoi. Donc, voilà. Mais ça, c'était pour le petit clin d'œil à Didier Paclin que je connais bien par ailleurs. Voilà, merci encore pour votre invitation et je suis à votre disposition si vous avez des questions.